il m'est venu l'idée, de faire une petite série de vidéos. L'idée, sous-jacente étant de démonter un petit peu tous les fantasmes que j'avais au sujet de l'éveil. Hem alors j'étais partie de cette idée, je prenais des notes et puis c'est parti sur, autre chose, hein. C'est ma façon de fonctionner peut-être. En tout cas voilà, donc en fait, dans cette vidéo, je voudrais, d'une certaine manière revenir un petit peu et peut-être sembler me contredire par rapport au fait que dans une autre vidéo que j'avais, intitulée de manière un petit peu provocante, «Mais que faut-il faire pour, atteindre l'éveil?» quelque chose comme ça. Hem j'en suis venue à dire, «Il n'y a rien à faire», ou «En fait, faites ce que vous aimez», et cetera. Parce que et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici, l'idée de faire quelque chose pour atteindre l'éveil, c'est en quelque sorte renforcer l'idée qu'il y a quelqu'un qui va atteindre l'éveil. Mmh. Et donc, dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur mon parcours, non pas pour, parler de moi, quoique, mais si. Parlons de ce moi qui cherchait l'éveil. Et donc, en fait, quand j'ai entendu parler de l'éveil, la première fois, c'était à la lecture du livre d'Eckhart Tolle, «Le pouvoir du moment présent». C'est la première fois que j'entendais parler de cela. Et j'étais moi-même dans une démarche, on va dire, de développement personnel. Donc pour moi, ça a été, voilà, la première étape. Une première étape, c'est-à-dire qu'avant avant de m'engager dans le développement personnel, il y avait, comment dire? J'avais tendance à accuser les circonstances extérieures de mon mal-être. En gros, si j'étais stressée, c'était à cause de mon travail. Hem, si je n'allais pas bien, c'était à cause du contexte, familial, de mon enfance, de mon adolescence. Si je m'ennuyais, c'est parce que je ne trouvais pas d'enthousiasme, dans ma vie quotidienne. Si j'étais fatiguée, si, la vie me semblait, difficile, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de temps, j'étais trop surchargée et cetera. Donc en fait, on va dire dans cet état d'esprit où on rejette en quelque sorte la faute, où l'extérieur est la cause du mal-être, on voit bien que ça va être compliqué parce que bon, il y a certes des choses sur lesquelles on peut agir, mais c'est quand même, limité. Et la première étape, je dirais, dans dans mon parcours, ça a été de me dire: «Bon, OK, les circonstances sont ce qu'elles sont, hein, je ne peux pas, modifier mon enfance, je ne peux pas, mais je vais travailler sur moi. Je vais prendre la responsabilité, en quelque sorte, de mon bien-être». Voilà, hein, c'est une étape, tout à fait louable et je ne la critique pas, je vais juste pointer, en fait, la manière dont je l'ai vécu et où ça m'a menée et surtout ça ne m'a pas menée finalement. Donc c'est quoi le développement personnel? C'est déjà de prendre, la responsabilité de son bien-être, de cesser de considérer qu'on va mal à cause d'éléments extérieurs. Ce qui est tout à fait louable et voilà, donc j'ai découvert par exemple, hein, très concrètement, eh bien, en fait, mon boulot me stresse, je ne connais donc pas la paix, la sérénité, et ben, je vais mettre en place des pratiques qui vont me, conduire à la paix, la sérénité. Donc j'ai essayé différentes choses, hein, et je ne veux je suis pas dans une démarche de dénigrement, hein, mais voilà. Je je pensais que j'allais, heu m'offrir en quelque sorte des moments de paix et de sérénité en l'occurrence en faisant du yoga, en faisant de la méditation et cetera. Il y a eu également un attrait pour, des pratiques pour rendre, la communication plus fluide au sein de ma famille, la communication non violente,
voilà, enfin, plein d'outils, je dirais, qui, qui ne sont pas jetés. J'ai également suivi une psychothérapie et ça a beaucoup aidé sur certains plans. Et je ne regrette absolument pas ce chemin. Mais il y a un moment où on voit bien les limites en fait de ces pratiques. C'est-à-dire que rien ne vient vraiment combler finalement. On reste dans l'idée que même si c'est par soi-même en quelque sorte qu'on reprend la responsabilité de son bien-être, il n'y a jamais de fin, il y a toujours une insatisfaction finalement sous-jacente, voire il y a même une exigence encore plus importante. Comment ça, avec tout ce que je mets en place, avec tout ce que je fais pour aller mieux, j'en suis encore à m'énerver après mes gamins, j'en suis encore à être stressée, j'en suis encore à patati patata. Donc là, en plus, non seulement on... Oui, c'est ça, c'est que prendre la responsabilité, c'est même prendre la culpabilité. Là, non seulement on ne se sent pas comblé, on ne se sent pas pleinement heureux, et en plus, on se fouette un petit coup parce que on estime qu'on n'a plus qu'on n'a plus le droit en fait de ressentir tout ce qu'on ressent. Bon, on est un peu sadique quand même. En tout cas, moi, je me vois comme ça. Et sur le chemin, voilà, donc moi je vous dis, hein, c'est à l'occasion de la lecture d'Eckhart Tolle, on entend parler de l'éveil, c'est en tout cas mon expérience. Et là, waouh! Ah, mais ça m'intéresse grandement, parce que déjà, quand j'ai lu Eckhart Tolle, mais ça résonnait, et je me disais, mais lui, il a tout compris, c'est bon, j'ai enfin trouvé ce qu'il me manque, j'ai enfin trouvé ce à quoi je dois arriver. Donc en fait l'éveil est vu comme un but à atteindre, une destination, c'est le Graal. Quand je serai éveillée, enfin je me sentirai bien, je serai dans un bien-être total et durable, c'est ça. C'est qu'on sent que on atteint quelque chose qui ne va apparemment plus fluctuer. Bon. Du coup, voilà, ça c'est une croyance, mais bref. Et donc, quand j'ai lu Eckhart Tolle, donc bien sûr, enfin je dis bien sûr, j'en sais rien hein, si c'est la même chose que pour vous, mais en tout cas, moi, il y a eu une forme de soulagement, de me dire, ça y est, enfin j'ai trouvé ce que je cherche. Je ne savais pas qui... mais ça y est, je sais ce que je cherche. Et donc, il y a une solution, il y a enfin une issue de sortie qui se dessine. Donc, en bonne élève, hein, j'ai toujours été... Enfin, oui, j'ai toujours été, comment dire, très studieuse dans le sens, voilà, petite, je lisais le dictionnaire par exemple. Je lisais des encyclopédies, je lisais énormément, j'adorais regarder j'adorais apprendre, voilà, je pensais, petite, j'étais très angoissée par la vie, et je pensais que voilà, j'allais comprendre la vie en étudiant différentes disciplines, hein, aussi bien par la littérature, je pensais que dans les romans, j'allais pouvoir comprendre ces adultes qui me semblaient tellement bizarres bon, et que j'allais comprendre aussi comment fonctionne le corps, voilà, bon, bref, vous avez compris. Donc j'ai abordé ce chemin spirituel avec cette volonté de bien faire hein, et de m'y impliquer corps et âme. Donc il y a eu cette phase de la découverte avec... en plus, je dirais aujourd'hui un foisonnement de possibilités, alors beaucoup de lectures. Je vous passe les détails parce que c'est pas ça qui est important, c'est plutôt, vous voyez,
quelle était la démarche, quel était le positionnement. C'était je vais apprendre, je vais faire tout comme il faut, je vais méditer, je vais... ce je. C'était ce jeu qui cherchait, hein, qui était presque dans une urgence vitale de devoir... voilà. Et tant que ça s'était pas atteint, en gros, la vie ne valait rien. C'était un peu ça parfois. Et donc, eh ben, à force de lire, à force de faire des pratiques plus ou moins, voilà, confortables, on va dire, hein. J'ai déjà évoqué pour moi la méditation, bref. Avec toute la frustration de ne pas pouvoir y consacrer tout le temps que je souhaitais, parce que à cette époque, mes 3 enfants étaient en bas âge. J'avais une activité, enfin j'ai toujours, hein, mais voilà, j'avais aussi à cette époque une activité professionnelle très prenante, ben, bref. Donc le temps semblait me manquer, donc il y avait de la frustration, de la culpabilité, j'en fais pas assez, mais oui, mais c'est normal, il faudrait que je médite, je ne sais pas, 2 heures par jour, et moi j'ai du mal à faire 10 minutes, donc voilà. Donc encore beaucoup de culpabilité, énormément de confusion, parce qu'à force de lire, en interprétant, en ayant une approche très intellectuelle en fait, hein, très, très mentale. Et c'est normal parce que, en fait, enfin, c'est normal. Oui, on a envie de comprendre en fait, et on a envie de bien faire. Donc on essaye de tout comprendre, d'analyser chaque mot, etc. Et donc ça a mené à une saturation, un ras-le-bol parfois, avec donc des périodes où j'avais l'impression de tout laisser tomber, mais c'était un laisser tomber de frustration, de, comment on dit, oh zut, je perds mes mots, excusez-moi. C'était pas le lâcher prise, le lâcher la recherche. C'était plutôt, bon, ok, il n'y a rien à faire, tout est là, mais en gros, ben, je vais pouvoir attendre longtemps du coup, hein. Et oui, il y avait aussi cette croyance, ben, du coup c'est réservé à certains. Il y en a qui auront la chance de connaître l'éveil dans cette vie-ci, et puis d'autres comme moi, hein, qui vont devoir se taper je ne sais combien de... Voilà, bon, bref. Et oui, donc même si j'entendais, hein, tout est là, il n'y a rien à faire, etc. Voilà, je me disais, bon ben voilà, je vais pouvoir attendre longtemps. Donc je reviens sur cette vidéo où je vous disais il n'y a rien à faire. En fait, s'il n'y avait qu'une seule pratique, c'est toutes ces pratiques qui vont vous faire investiguer qui est ce je qui cherche désespérément l'éveil. Quel est ce moi qui souffre, qui a cette impression de manquer, de devoir tellement travailler sur soi pour mériter ce bonheur qu'on nous promet dans l'éveil. Qui est ce je qui souffre. Et donc ces pratiques-là, si elles sont, j'ai envie de dire, abordées dans une ouverture totale avec cette foi, il faut effectivement une certaine foi dans le fait que ce qui nous semble totalement contraire à notre expérience, quand on entend tout est là, il n'y a personne. Moi, la première, mais ça m'agaçait. C'était, mais oui, ok, mais franchement, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Il n'y a personne, mais si, je suis là, enfin bon,
qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça m'agaçait vraiment. Donc, en fait, il faut aborder ces pratiques, oui, dans un lâcher-prise. Alors, c'est difficile hein, pour le chercheur qui a tellement lu, qui pense avoir enfin compris des choses, de s'entendre dire, mais oubliez tout, venez avec... j'ai envie le mot qui m'est venu, c'est un cœur d'enfant, mais c'est ça, vous êtes là et vous vous dites, bon ben, ok, je me laisse faire en quelque sorte. Je m'abandonne à plus grand que moi. Voilà, donc s'il y a quelque chose à faire, c'est ça, c'est toutes ces pratiques sur l'investigation. Et ben voilà, je n'ai pas de prescription à vous donner, mais moi je trouve que Didier Weiss, il a une approche vraiment d'une clarté. Alors c'est peut-être mon côté vétérinaire hein, qui parle, mais il dissèque en fait toutes ces... Moi je vois ça comme des petites ficelles, chaque petite ficelle qui fait comme un moi, un petit pantin là comme ça qu'on construit, qui... Ah bah ça c'est moi, attaque. Et lui il vient, c'est une image hein, bien sûr, couper toutes ces petites ficelles qui tenaient ce moi et pouf, pour que tout ça se tombe de soi-même. Je peux vous en citer plein. Hein, j'aime beaucoup aussi la manière de partager de Dan Spearschneider, qui lui aussi vient beaucoup utiliser ce qu'on appelle des outils, petite boîte à outils sur l'investigation du soi. Alors, il y a le Netinity, il y a José et Lorraine Leroy aussi qui partagent beaucoup sur la vision sans tête de Douglas Harding. Mais en fait, aborder ces pratiques, non pas pour apprendre quelque chose, mais au contraire désapprendre. Et moi, à l'époque, désapprendre, ça me parlait pas du tout, vous voyez bien, puisque moi, j'avais une soif d'apprendre, justement. Voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce que j'avais l'impression de ne pas avoir... d'avoir presque dénigré en fait les pratiques, mais c'est plus l'état d'esprit dans lesquels il faut les aborder sur ce sur quoi je voulais revenir dans cette vidéo.